Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour mon point lecture du mois d'avril. Alors pour le mois d'avril, j'ai lu un peu moins, il me semble qu'au mois de mars j'ai lu 11 livres, mais j'ai eu 2 coups de cœur, ce qui ne m'est plus arrivé depuis un sacré moment. Alors franchement, je suis trop content que j'ai découvert des vraies pépites là-dedans. Et disons que sur ces 11 lectures aussi, j'ai lu mon manga du mois que vous allez découvrir par la suite, ainsi que 2 BD, tout le reste ça a été des romans. Et en principe, j'ai eu que des bonnes lectures, dont les 2 coups de cœur vraiment qui se sont démarqués. Mais je vous laisse découvrir tout ça et j'ai vraiment hâte de vous les présenter car c'était un très bon mois niveau lecture. Ma première lecture du mois, ça a été Beauty and the Beast of Paradise Lost, le tome 2 de Kaori Yuki aux éditions Pika. Je vous montre la couverture qui est magnifique. Et pour vous faire un bref résumé en fait, donc on est sur une réécriture de La Belle et la Bête. On suit Belle qui a une particularité, c'est que c'est la seule fille du village à avoir les cheveux mauves. Et en fait dans la forêt vers où habite Belle, tous les temps de temps, des femmes se font enlever par la bête. Un jour, Belle est dans la forêt et la bête menace de l'enlever, sauf que sa mère va s'interposer et la bête va donc prendre la mère de Belle à la place d'elle. Le père de Belle va, suite à cela, s'effondrer et vraiment ne va pas s'en remettre. Il va aussi beaucoup en vouloir à sa fille, justement, car il estime que c'est de sa faute si sa femme n'est plus là. Et disons qu'il va faire en sorte de préserver Belle en lui faisant croire qu'elle est très laide. Un jour, Belle va quand même réussir à s'enfuir pour retourner dans la forêt car elle a envie de découvrir ce qui arrive à sa mère. Et là, elle va également se faire enlever par la bête. Donc on va suivre Belle dans cette enquête où elle va essayer de découvrir exactement où est sa mère et ce qui lui est arrivé suite à sa disparition. Pour ce deuxième tome, j'ai mis la note de 8 sur 10. Donc ce que j'ai apprécié, c'est que c'était une suite intéressante. Il y a des révélations qui sont faites en lien avec la légende et surtout la malédiction de la bête, ce que j'ai trouvé intéressante. Et on a également des secrets du château qui nous sont révélés, ce que j'ai trouvé très intéressant. Et on en apprend plus sur certains personnages aussi que l'on côtoie tout au long de l'histoire. Et certains sont très attachants que d'autres sont très agaçants. Et on a également l'introduction d'un nouveau protagoniste qui semble bien mystérieux et où j'ai hâte d'en apprendre plus à son sujet. Après, on reste sur 2 points de vue en fait. On a tout par moment on voit Belle, le point de vue de Belle justement qui est dans le château avec la bête. Et à d'autres moments, on suit également la méchante pour découvrir qu'est-ce qu'elle fait et tout cela. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant d'avoir ces 2 points de vue, le côté du bien et du mal si l'on veut. Et ce qui m'a beaucoup fait rire aussi dans ce tome, comme pour le premier, c'est les pics de la bête. Elles sont tout simplement incroyables, par moments j'ai explosé de rire et avec beaucoup d'humour. Après, comme je vous dis, la bête, on peut la croire méchante, mais tout ce qu'elle dit à Belle, il y a quand même toujours des sous-entendus derrière et on voit que ce n'est pas le méchant personnage que l'on pensait, donc c'est ça qui me plaît beaucoup. Et là, pareil, à la fin, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de mystères qui ne sont pas à dévoiler. Et on arrive à la fin sur un dénouement final qui promet en fait une suite vraiment captivante. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de me jeter sur le tome 3. Mais pour le moment, je me dis que comme j'ai lu mon manga du mois, je pense que je vais laisser la suite pour le mois prochain. Et si j'ai le temps, peut-être reprendre un autre manga dans ma pile à lire. Après, pourquoi est-ce que j'ai enlevé des points? En fait, c'est tout simplement parce que j'ai pas été vraiment convaincue par l'histoire d'amour de Belle, en fait. La perception que Belle a dont elle tombe amoureuse, tout ça, il me semble que ça me fait un peu vite. Et du coup, je suis pas convaincue par cette romance pour le moment. Et surtout que suite à ce qu'on a découvert dans ce tome, il me semble que cet amour pour le moment va à sens unique. À voir si ça peut évoluer par la suite, c'est ça dont je suis curieuse. En tout cas, c'est un livre qui m'intrigue toujours autant, avec cet univers un peu très sombre et gothique à la fois. Et j'aime beaucoup les dessins, vous avez des dessins comme je vous avais dit la première fois, très beaux, lumineux, ainsi que des dessins qui sont plus sombres et qui ferait presque peur, j'ai envie de dire par moment. Mais j'aime cette ambiance à double tranchant. J'apprécie beaucoup le personnage de la bête. Et j'ai hâte d'y retourner le mois prochain pour découvrir le tome 3. Alors j'ai très vite lu
ce tome en fait que je l'ai lu d'une traite et j'étais prise dedans. Et comment vous dire, alors ce tome a eu un petit incident là, comme ça vous ne le voyez pas, mais peut-être là vous verrez plus. Au moment c'est qu'on a pris les photos pour Instagram, je voulais m'asseoir sur un petit rocher. Quand j'ai voulu m'asseoir, en fait que j'ai glissé, j'ai lâché le livre. Et bien entendu, le livre est tombé dans une flaque. Alors je l'ai vite récupéré, je l'ai nettoyé, mais bon, on voit quand même qu'il a pris l'eau au fond. Sinon le reste, il a survécu, heureusement. Mais j'étais vraiment dégoûtée sur le moment. Donc voilà, le livre a eu un petit incident. Mais on va dire que c'est plus ou moins réparé. Et j'ai hâte de retrouver Belle ainsi que la Bête dans de prochaines aventures. J'ai également lu la suite de la saga d'Oren, donc le tome 3 Glim, de Raven Kennedy aux éditions Hugo Roman. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique. Et alors ici, pour faire un bref résumé du tome 1, parce que je ne vais pas vous spoiler les autres tomes, on suit Oren. Oren, c'est la favorite du roi Midas. Alors, Oren, elle vit dans le château de Midas et pour la protéger, il l'a enfermée dans une cage dorée. En plus, Oren a la particularité, étant donné que c'est sa préférée, d'avoir la peau entièrement dorée, les cheveux, elle est complètement en or. Et voilà, donc elle vit dans sa cage où elle se sent protégée, jusqu'au jour où elle commence à avoir des doutes sur vraiment ce que souhaite Midas, et si c'est vraiment sa protection ou d'autres choses. Et certains éléments de l'histoire vont vraiment accentuer ces doutes. Voilà pour le résumé en bref de la saga d'Oren. Alors sachez que oui, on parle du roi Midas, mais c'est pas une histoire qui parle de plus de mythologie que ça. On a le personnage de Midas qui est inséré, si l'on veut, dans un univers de fantasy. Et on ne retrouve pas d'autres personnages liés à de la mythologie là-dedans. Voilà, pas que vous fassiez fausse route en entendant parler du roi Midas. Et pour un peu en revenir sur ce tome, en fait, on va dire que suite aux éléments qui se sont passés dans les autres tomes, Oren a beaucoup de doutes, mais vraiment beaucoup. Et en tout cas, il y a une chose qu'elle est sûre, c'est qu'elle souhaite être libérée, qu'elle n'a plus envie d'être la possession en fait du roi Midas et qu'elle va tout faire pour sa liberté. Voilà, je ne vous en dis pas plus. C'est un tome auquel j'ai mis 7 sur 10. Alors, je le rappelle, c'est un livre vraiment destiné à un public adulte, il y a beaucoup de trigger warning, et si vous êtes sensible à tout cela, n'y allez pas. Notamment dans ce tome, niveau trigger warning, je dirais relevé, comme pour les autres tomes, la manipulation, une relation toxique quand même qu'on voit. Il y a également des scènes de sexe avec un langage obscène, de la violence faite envers des femmes, de la torture, il y a par moments on voit de la drogue, du meurtre et des scènes de viol. Voilà, donc si vous êtes sensible à tout cela, préservez-vous et si vraiment c'est trop pour vous, n'y allez pas, ne vous faites pas de mal avec cette lecture. Donc ici, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était une suite prenante. On a des points de vue en fait qui se multiplient. C'est-à-dire qu'au début, je crois qu'on commençait avec seulement un point de vue, je crois, ou deux. Après, on en a eu 3 dans le deuxième tome, et là, on en ajoute encore un, donc on est à 4 points de vue différents. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir ces points de vue qui en fait, se multiplient petit à petit. Et ça nous permet justement d'en apprendre plus sur certains personnages, autant pour s'attacher à eux que pour les détester. Et ça permet également de suivre ce qui se passe à plusieurs endroits en même temps. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment intéressant. Et aussi on découvre plus en profondeur les personnages et ce qu'ils pensent à certains moments, ainsi que les raisons pour lesquelles ils prennent certaines décisions. Donc ça m'a beaucoup plu. Et vous le savez, moi j'adore tout ce qui est point de vue multiple, car ça permet d'avoir beaucoup plus d'éléments. Et là je trouve que le fait de tout le temps rajouter un peu des points de vue, c'est vraiment bien fait. Et aussi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a toujours une évolution d'Oren, on va dire, au fur et à mesure des tomes, donc celui-ci ne fait pas exception. Et ici, elle est aussi très importante. Et Oren, ici, on va dire, c'est surtout son instinct de rébellion qui cherche à prendre le dessus et où elle souhaite ne plus se laisser faire, comme je vous l'ai dit. Donc là, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'elle allait faire ça, surtout que la rébellion, pour elle, prend une place centrale. On en apprend aussi plus sur le passé d'Oren, donc il y a vraiment un approfondissement là-dessus. Et surtout, ce qu'on nous montre de son passé, en fait, c'est pour pouvoir faire des liens avec des éléments qui sont passés dans le présent ou qui vont arriver
par la suite. Mais je trouve que c'est bien réalisé, ça nous permet justement de bien comprendre tout cela et comprendre vraiment tout ce qu'a vécu Auron dans le passé et pourquoi des fois elle prend des décisions, de telles décisions en fait. Donc moi je trouve c'est très bien fait là-dessus, ces flashbacks on va dire de temps en temps sur le passé d'Auron. Bien entendu dans ce tome on a beaucoup de révélations, certaines que je n'avais pas vu venir et quand elles sont arrivées je me suis vraiment retrouvée sur les fesses à me dire ah ouais ça je m'y attendais pas du tout. Et le dénouement final est vraiment retentissant. Comme ça se termine, franchement, voilà, c'était incroyable. Je pensais pas que ça allait se terminer de cette manière. Mais vraiment très 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 intéressant. Et suite à cela, j'ai hâte de découvrir la suite et de voir comment Auron va justement évoluer dans les prochains tomes. Tout ce que je reproche à ce tome, soyons clairs, alors pour moi c'est le tome jusqu'à présent que j'ai le moins aimé. Je pense que le tome 2 est celui que j'ai quand même préféré. Et le 3, celui que j'ai moins apprécié. Je vous explique, donc comme je vous ai dit dans les trigger warnings, on a des scènes de sexe. Voilà. Et ce qui m'a dérangé nous avec les scènes de sexe, alors ok, vous en mettez, c'est une romantasy, c'est tout à fait normal. Et là, le côté romantasy commence à vraiment arriver, j'ai trouvé. Mais on a des scènes de sexe vraiment à répétition. C'est-à-dire que pendant 2 chapitres, c'est scène de sexe sur scène de sexe, en fait. Et comme là, à un moment donné, il y a quand même des choses importantes qui se passent dans la trique, je me disais, ok, quand Auron, elle va retourner à un certain endroit, elle va quand même d'abord mettre les choses au clair sur ce qu'elle veut. Ah non, d'abord, elle s'envoie en l'air, et après, on parle des choses, et d'ailleurs, ces scènes de sexe qui se répètent, et surtout qui sont assez spicy, hein, voilà, je ne vous cache rien. Ça m'a un peu sorti de l'intrigue. Et j'ai eu peur, je vous avoue, à ce moment-là, parce que il me restait environ 150 pages du livre, et quand je voyais que ça tournait vraiment que sur du sexe, je me suis dit, oula, j'espère que les 150 pages qui vont venir, ça va pas être que ça, parce que sinon, ça va pas le faire. Et heureusement, après quand même, l'histoire repart. Mais c'est vrai que ce moment, ça m'a un peu dérangé, parce que c'est vrai que c'est vraiment 2 chapitres où on voit que ça. Alors autant on m'aurait fait le premier chapitre, on reprend un coup d'intrigue, on fait la deuxième, ça m'aurait moins perturbé que les 2 à la suite, ça m'a quand même sorti de l'intrigue à un moment et je me disais mais quand est-ce qu'on va quand même reprendre le récit. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai retiré des points. Et également, alors je crois que c'est un peu toujours comme ça avec la saga d'Auron, en tout cas pour chaque tome ça a toujours marché comme ça. Il y a toujours des longueurs. Dans la première partie du récit, vers le milieu ça commence à s'accélérer pour nous donner un dénouement final quand même assez retentissant. Et là, ce tome n'y fait pas exception, donc la première partie comporte quand même des longueurs. Ce qui est dommage, de mon point de vue, car je pense qu'on pourrait avoir un récit plus palpitant. Je pense que ce serait possible, voilà, tout simplement. Après, je suis curieuse quand même de découvrir la suite et de voir comment Auron va évoluer, comme je vous dis, plus tard. Alors là, je les ai lus, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 à la suite, presque, je crois qu'il y avait un mois d'écart. Le tome 4 et le tome 5, je vais peut-être les lire plus espacés. Peut-être me garder le tome 4 pour cet été, le 5 automne voire hiver, parce que je sais que le tome 6 ne sera pas traduit en français avant début 2026. Alors je me dis, je peux mettre plus d'espace entre les 2 tomes qu'il me reste pour aller jusqu'à fin 2025 avec les 2 tomes. Et ensuite, pouvoir me procurer le tome 6 début d'année prochaine pour pouvoir terminer la saga. Voilà, c'est un peu mon petit planning, mais en tout cas, sachez que, comme je vous dis, c'est vraiment une saga pour les adultes et vraiment beaucoup de trigger warning, donc faites attention avant de vous lancer dedans. Pour moi, j'apprécie, mais comme je vous dis, c'est vraiment très sombre par moments et puis il y a des scènes difficiles. Mais comme maintenant, j'ai hâte de découvrir quand même la suite, même si je vous dis, ça ne sera pas pour tout de suite. J'ai également lu Un amour sans époque, c'est le tome 1 de Jean-Luc Conessa en auto-édition, donc je remercie encore Jean-Luc pour l'envoi de ce roman. Et ici, pour faire un résumé, eh bien, on est en 2646 sur la ville d'Alpha, et on va dire que notre civilisation a vécu l'apocalypse. Elle est gentiment en train de se reconstruire, et justement, elle a trouvé un système qui semble au mieux pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et surtout, dans cette optique-là, la notion de sentiment n'est plus à l'ordre du jour, principalement l'amour. À cette époque, on suit Kevin Seigneur, qui lui est nostalgique de notre temps. Il retrouve tous ses sentiments, tout ce qu'il a l'impression de manquer,
à travers des livres, et plus particulièrement à travers le livre d'Emma Milton, une romance qui le touche particulièrement. À notre époque, nous suivons Emma, qui est romancière, dont les romans ont du succès, mais malheureusement Emma ne parvient pas à trouver un homme qui lui convient. Les faits vont faire que justement Kevin va gagner à la loterie. Il va pouvoir donc voyager dans le passé pendant une semaine et il va choisir de revenir à l'époque où vivait Emma Milton. Voilà pour le résumé. Donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 9 sur 10. Franchement, j'ai trouvé que c'était une intrigue prenante. J'ai beaucoup aimé ce qu'il nous a proposé. On a cette notion un peu de voyage sur deux époques, donc en 2646 et notre époque à nous. Et aussi, il y a cette notion de société réinventée qui est bien fait, que je trouve, où on voit que l'amour n'a plus sa place. Et tandis qu'à notre époque, effectivement, tout est encore tel que nous le connaissons, mais on retrouve une romancière qui, elle, recherche désespérément l'amour. C'est une magnifique romance, en fait, que l'on va retrouver, car je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin sur ce qui risque d'arriver par la suite, qui a un début, on va dire, entre des pages, en fait, qui débute bien avant que nos protagonistes se soient vraiment rencontrés, qui débute entre les pages d'un roman, et qui se termine vraiment par la rencontre en se construisant gentiment. Et il y a des passages qui sont vraiment très intéressants parce que Kevin, bien entendu, quand il arrive à notre époque, il va découvrir notre univers, et il y a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas, et rien va l'émerveiller. C'est ça qui est aussi très bien fait, que j'ai beaucoup apprécié. On a des personnages qui sont aussi très attachants, émouvants et très réalistes. C'est pour ça qu'on a envie de les suivre, de voir comment ça va se passer entre eux. Et s'il se passe quelque chose de mal, ça nous fait mal à nous également. Et aussi, ce qui est sympathique, c'est d'altérer les différents points de vue. Donc on suit parfois Emma, principalement Kevin, mais on suit aussi d'autres protagonistes dans l'histoire. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Surtout que ça nous permet de suivre des moments dont on a besoin justement pour pouvoir crocher les wagons pour l'intrigue. Et bien entendu, l'auteur ici n'hésite pas à parler de thèmes forts, notamment l'écologie, la destruction de la nature, et il nous propose une idée de ce que pourrait devenir notre univers si les choses ne changent pas à l'heure actuelle. Le dénouement final, alors franchement je dois vous dire qu'il était poignant, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Jean-Luc nous laisse une note d'espoir. Donc vraiment, ça j'ai trouvé très beau. Et voilà, j'ai juste à dire chapeau, franchement, nous avoir proposé quelque chose comme ça. Alors, je dois dire que c'est vrai que maintenant, moi, je sais qu'il y a un tome 2, je sais qu'à l'époque, il n'y avait que ce tome, et que c'est des lecteurs qui ont insisté pour que Jean-Luc fasse une suite. Donc c'est vrai que je suis contente d'avoir une suite à me mettre sous la dent, mais je me dis que si j'avais dû rester sur cette fin, j'aurais quand même aussi voulu avoir la suite pour nos protagonistes. Et comme d'habitude avec Jean-Luc, on est sur une plume qui est poétique, simple et tout en fluidité. Donc pour moi, c'est une mention honorable. Je lui ai mis la note de 9 sur 10, franchement, parce que j'ai passé un très bon moment. Tout y était. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir le second tome et de voir ce qui va arriver à nos protagonistes. Mais là, sachez que c'était vraiment un moment incroyable, avec de très belles phrases, des personnages vraiment touchants. Et je me suis régalée tout simplement. Donc si vous n'avez pas encore découvert la plume de Jean-Luc, j'ai envie de vous dire, mais foncez, qu'attendez-vous? Surtout que vous avez des univers très variés, vous pouvez autant avoir de l'historique, de la science-fiction, du fantastique. Voilà, il y a vraiment pour tous les goûts. Là, ici, on est vraiment sur de la science-fiction plutôt, je dirais, avec de la romance. Et je trouve que la manière dont il a mélangé les deux genres, c'est vraiment très bien fait. Et ce roman, c'était une très belle découverte pour ma part. En tout cas, je vais le garder en mémoire très longtemps, je pense. On va enchaîner avec une excellente lecture qui a fini sur un coup de cœur. Il s'agit d'Artemisia Shepard, descendante de la Pythie. Donc c'est de Christelle Dacruz aux éditions Scrino. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique et ça a été juste waouh. Alors déjà je vous fais un petit résumé. On suit Artemisia qui vit à Londres et qui est la descendante en fait d'une longue lignée de prophétesses. Cela peut être considéré comme un don, mais disons que de son point de vue c'est plutôt vu comme une malédiction. Car les visions qu'elle voit sont tellement fortes et tellement horribles qu'on va dire que certaines personnes ne les supportent pas. C'est ce qui est arrivé notamment à sa mère, qui, à cause de ses visions, a décidé de mettre fin à ses jours. Artemisia, elle a trouvé un moyen pour bloquer ses visions.
grâce à un traitement, elle arrive à avoir une vie plus ou moins normale. Elle travaille dans un petit salon de thé, tout va pour le mieux, jusqu'au jour où, malgré son traitement, les visions commencent à revenir. Elle s'entretient donc avec sa grand-mère, qui elle aussi est une ancienne prophétesse, et celle-ci lui conseille d'arrêter totalement le traitement et voir ce que les visions lui amènent. Donc, suite à tout cela, Artemisia va découvrir l'existence de l'autre monde avec des créatures fantastiques, notamment des vampires et des loups-garous. Et ceux-ci vont également venir frapper à sa porte car il se trouve que leur clan est frappé par une mystérieuse maladie ou malédiction, et ils ont besoin de l'aide d'Artemisia pour comprendre ce qui leur arrive exactement. Voilà pour le résumé, donc c'est bien entendu, c'est un coup de cœur, j'ai mis un note de 10 sur 10. Franchement, j'ai adoré cette histoire, je l'ai trouvée captivante, j'ai été prise dans l'univers, et ce qui m'a déjà beaucoup plu, c'est la variété de créatures surnaturelles qu'on nous propose. On peut en avoir des traditionnelles comme le vampire et le loup-garou que je vous ai mentionné avant, mais on a également des créatures liées à la mythologie, notamment la mythologie grecque et anglo-saxonne, et ça c'est vraiment prenant car on a une variété qui est juste incroyable, et pour ça, je me suis déjà régalée tout simplement. On a aussi une intrigue qui est très immersive, avec des péripéties et des rebondissements, vraiment on ne s'ennuie pas. Et les personnages sont tout simplement attachants, j'ai beaucoup aimé Artemisia, sa meilleure amie Pixie ou sa grand-maman Yaya. Et voilà, c'était agréable de les suivre tout au long de cette aventure. Et pareil, ce qui m'a beaucoup plu, c'est ces différentes ambiances. Autant on peut être dans cette ambiance un peu cosy de la boutique à thé où vit Artemisia, où travaille Artemisia. Après, quand elle est chez sa grand-maman, c'est une ambiance plutôt à la grecque parce qu'elles sont d'origine grecque de base. Et j'ai beaucoup aimé toutes les références que la grand-maman garde chez elle, et surtout le fait qu'elle ne souhaite cuisiner que de la cuisine grecque. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup plu. Et aussi qu'on voyage à travers différents coins de la ville de Londres. Ça, pareil, c'est très intéressant. C'est des ambiances totalement opposées, mais vraiment aussi sympathiques les unes que les autres. Bien entendu, après arrive cette notion de mystère, voire même de quête, où il va falloir aider les créatures de l'autre monde à comprendre ce qui leur arrive et pourquoi ça leur arrive. Et tout cela est fait avec des notes d'humour qui sont vraiment sympathiques et qui nous rappellent que nos personnages, elles sont jeunes en fait. Elles se retrouvent là-dedans en fait, comme ça. Et pour Artemisia, c'est tout nouveau, donc d'un côté, j'ai trouvé que ça amenait du peps au dialogue, et puis comme je vous dis, ça rappelle qu'on est avec des personnages qui sont jeunes, et puis qu'ils se retrouvent un peu embarqués là-dedans malgré elles. Et aussi, ce qui est sympathique, c'est qu'on a une romance FF qui voit le jour gentiment pendant l'histoire, mais je vous rassure, on la voit de temps en temps, mais ce n'est pas cela qui domine, c'est vraiment notre notion de quête qui est sur le devant de la scène. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on là, c'est du jeunesse, donc on est sur une plume simple, fluide, vraiment adaptée pour des adolescents. Donc ça se lit tout seul, on est prise dedans. Et moi, je me suis régalée tout simplement, j'ai envie de vous dire, sur toute la ligne. Et sur tout ce qui s'est enchaîné, j'ai ri, j'ai adoré les créatures qu'on nous propose, des créatures que l'on voit des fois moins dans les livres. Voilà, vraiment, sur ça, j'ai été vraiment charmée, par tout ce qu'il nous a proposé, tout simplement. Et ce qui est sympathique, c'est que, étant donné comment ça se termine, et certaines choses qui sont un peu laissées en suspens, on peut se dire qu'il y aura peut-être une suite des aventures d'Artemisia parce que l'univers est très vaste. Il y a des choses qu'on se dit qu'on a vues un peu comme ça, mais que éventuellement ça pourrait être abordé plus en détail par une suite, et je me dis pourquoi pas, parce que j'ai tellement aimé Artemisia que si on me propose une deuxième aventure avec elle, ou même dans cet univers, mais avec peut-être d'autres créatures, je dis mais why not, hein, moi je saute dessus, vraiment je serais très enthousiaste. Mais voilà, comme je vous dis, si vous aimez tout ce qui est fantastique, mais plutôt dans la littérature ado, eh bien, je vous recommande vivement cette lecture, car comme je vous dis, moi je me suis régalée. Et c'était un plaisir un peu de me replonger avec toutes ces créatures. J'ai envie de vous dire, certes, j'aime beaucoup les lectures où il y a des failles, parce que c'est ce qu'on a à la mode en ce moment. J'en lis, mais je ne suis pas plus fan de la créature faillée que ça. Que le vampire, j'ai un peu cette nostalgie du vampire, de la période vampire, et quand je retrouve des romans où il y a des vampires dedans, je suis vraiment très heureuse, et là, d'avoir du vampire, mais également tout un panel de créatures surnaturelles, hors du failli, eh bien, comment vous dire, j'ai été, mais vraiment, c'était génial. Voilà, et je ne peux que vous le recommander, pour moi c'est un gros coup de cœur, et
déjà quand j'ai vu le livre, je me suis dit ça va être un peu pas, ça va être quelque chose qui risque de me plaire. Et vraiment, je ne me suis pas trompée. Et ça a fait plus que me plaire, vraiment j'ai adoré. Surtout qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont très sympathiques mais que je ne vais pas vous révéler là. Et je vous laisse la surprise pour, en lisant le livre. Mais je vous jure d'aller découvrir cette pépite. Et j'ai aussi lu Emma et les mauvais éléments, donc le tome 1 d'Ariel Holtz et Alba Cardona. C'est aux éditions Jungle, donc c'est une BD, je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique. Et pour vous faire un bref résumé, en fait, ici on suit Emma. Emma, elle allait faire tranquillement un pique-nique lorsque tout d'un coup, elle s'est fait attaquer par des créatures inconnues aux dents très pointues. Une personne va la sauver et suite à cette rencontre, en fait, elle va découvrir qu'Emma n'est pas une humaine comme les autres. Elle va donc l'emmener à l'académie volante de Primeval où elle pourra apprendre à maîtriser les éléments. Voilà pour le résumé, je ne vous en dis pas trop parce que c'est une BD très courte et je n'oserais pas vous spoiler le reste. Donc j'ai mis la note de 9 sur 10 à cette BD, ça a été vraiment une excellente découverte, je me suis aussi régalée avec cette lecture. C'est un récit jeunesse qui est prenant, dans un univers qui est vraiment fort intéressant, j'ai trouvé. Vraiment tout ce qu'on nous dévoile, gentiment, petit à petit, ça m'a beaucoup plu, et j'étais prise dedans en fait, que je me disais mais j'ai envie d'en savoir plus. Et surtout, ce qui était agréable, c'était la découverte de cette académie volante de Primwald, la manière dont elle est constituée, et aussi le fait que là, on est dans une école où les jeunes gens apprennent à maîtriser les éléments. Alors nous avons les 4 éléments principaux, l'air, l'eau, le feu et la terre, mais également d'autres éléments que l'on appelle les mauvais éléments. Et on va très vite se rendre compte aussi qu'entre ceux qui maîtrisent les 4 éléments de base et les élèves qui sont considérés comme maîtrisant des mauvais éléments, il y a une barrière et ceux-ci ne sont pas très bien vus. Après, ils sont quand même une classe spécifique où ils vont continuer à apprendre leurs dons, mais ils sont quand même tenus à l'écart. Et ils ne sont pas très appréciés au sein de l'école, ça on le remarque tout de suite. Après, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que cette BD, alors effectivement les BD c'est court, ça va très vite, et ça en est sur une histoire fluide avec des rebondissements, mais aussi des révélations. Donc là, on a vraiment la totale, et c'est vrai que c'est pour ça, je pense que je ne me suis pas ennuyée un seul instant, j'ai vraiment adoré ce qui nous a été dévoilé, et bien sûr il reste bien des mystères à éclaircir encore pour la suite. Par contre j'ai adoré aussi les illustrations qui sont sublimes, on a des dessins qui sont réalistes avec des traits fins, mais qui restent dans ce style un peu jeunesse, adolescent, qui m'ont beaucoup plu. Et on a des couleurs vives qui amènent un côté dynamique à l'histoire. Donc c'est vrai que suite à cela, et suite à ce qui s'est passé à la fin, j'ai hâte de découvrir le tome 2 des Aventures d'Emma. Mais comme je vous dis, là cette BD, je me suis régalée parce que les BD, des fois, j'ai l'impression de rester un peu sur ma faim. Alors là, certes, ça va très vite, mais j'ai quand même eu plus ou moins tout ce que je voulais, un peu de rebondissement, des révélations, et qu'on laisse pas planer le suspense pendant 10 ans. On a quand même là une bonne partie de l'histoire quand même qui nous est dévoilée dans ce premier tome, en très peu de pages, et j'ai trouvé que c'était bien fait, bien amené, et comme je vous dis, je me réjouis de découvrir la suite. Donc si vous aussi vous aimez tous ces BD jeunesse avec du fantastique et que vous avez envie de découvrir la magie des éléments, eh bien foncez découvrir cette bande dessinée. J'ai également lu le tome 5 de la Chronique des Bridgerton, donc le tome sur Héloïse de Julia Quinn aux éditions France Loisirs Poche. J'aime beaucoup cette couverture. Et je vous fais vite un bref résumé. Donc dans la famille Bridgerton, comme vous le savez, on suit à chaque fois l'un des enfants Bridgerton. Donc là on est avec Héloïse. Héloïse qui échange depuis quelque temps avec Sir Philippe par lettre, par correspondance. Et Sir Philippe, on comprend très vite en fait qu'il a perdu sa famille il y a peu et qu'il souhaite trouver une nouvelle épouse pour s'occuper de ses enfants, deux jumeaux assez turbulents. Il va donc au bout d'un moment proposer à Héloïse le mariage. Héloïse est assez surprise parce que elle n'a jamais vu cette personne et elle ne sait pas si elle l'aime tout simplement. Donc elle va se rendre chez Sir Philippe afin de voir si des sentiments vont éclore. Et voilà, ce sera l'occasion aussi de voir si elle donne suite à cette proposition. J'ai donc mis la note de 7 sur 10 à ce tome. Je dois dire que c'est peut-être le tome que j'ai le moins apprécié jusqu'à présent. Alors déjà, ce qui peut être surprenant au premier abord, c'est que c'est une histoire qui s'écarte des sentiers battus par rapport aux autres tomes des Bridgerton qu'on a lus précédemment. Parce que déjà, on
on va suivre l'histoire dans le domaine de Sir Philip qui se trouve en campagne, et donc on sera loin de l'activité de Londres avec les bals et toute cette ambiance que l'on a l'habitude de retrouver dans les Bridgerton. Et c'est vrai que pour Héloïse, ça peut surprendre certains, je comprends pourquoi certains n'ont pas apprécié cette histoire, mais après je me suis dit que c'est vrai qu'Héloïse est mon personnage préféré déjà dans les Bridgerton, et je me suis dit que l'autrice a essayé d'y trouver une histoire, en tout cas, qui, comme je vous dis, qui s'écarte de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, qui peut être en adéquation avec ce côté d'Héloïse aussi qui a envie de s'écarter en fait des normes de la société. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'elle avait été faite comme ça. Après c'est une hypothèse, hein. Et aussi j'ai bien aimé cette ambiance campagnarde aussi qui change de l'ambiance bal, découvrir la demeure de Sir Philip. Et on a aussi des personnages qui sont vraiment attachants. Donc Sir Philip, c'est vrai qu'au premier abord il fait assez bourru et qui n'exprime pas du tout ses émotions. Mais sous cette carapace, en fait, on se rend compte qu'il y a un homme qui a quand même eu un passé assez difficile et qui sa plus grosse crainte, c'est de reproduire les éléments de son passé, justement. De son côté, Héloïse, on la voit sous un autre jour, en fait. On voit une Héloïse qui revient sur sa décision de mariage, parce qu'elle a refusé plusieurs demandes en mariage, et là, tout d'un coup, il y a un retournement de situation. Pourquoi est-ce qu'Héloïse veut se marier? Et tout du long aussi, Héloïse va exprimer ses doutes vis-à-vis de ses sentiments et ses doutes de se dire est-ce que je pourrais me faire un mariage en sachant que je n'apprécierai ou n'aimerai jamais cette personne. Donc tout ça, c'était vraiment intéressant et c'est vrai que nos personnages aussi se dévoilent gentiment, c'est ça qui m'a beaucoup plu là-dedans. Aussi, il y a tous des moments de rigolade que j'ai beaucoup apprécié, notamment qui sont dus aux deux jumeaux de Sir Philip qui font des mauvais coups à Héloïse. Alors des fois c'est très drôle et puis les enfants ils font très vite comprendre qu'elle n'est pas la bienvenue chez eux et qu'il faut qu'elle reparte le plus rapidement possible. Et Héloïse va aussi essayer de leur faire des mauvais coups, donc c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et pareil, comme pour les autres tomes, on reste sur une histoire qui est fluide, avec une plume assez simple. Et moi, je l'ai quand même rapidement lu, ça m'a quand même plu. Même si j'ai dit c'est pas le tome que j'ai le plus apprécié, mais c'est passé, il y a pas eu de souci à ce niveau-là. J'ai dégommé les pages, je ne voyais pas les chapitres passer. Et où c'est que j'ai eu plus de mal par contre, c'est ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'effectivement dans les autres tomes, j'apprécie de voir le reste de la famille Bridgerton qui vient s'en mêler. Et là, j'ai trouvé qu'il manquait un peu, cette ambiance Bridgerton avec le reste, les autres membres de la famille, même si on les voit brièvement par moment. Et ça m'a manqué quand même, de voir le fait de ne pas voir le clan Bridgerton. Et aussi, je dois avouer que je n'ai pas été vraiment emballée par cette romance, car effectivement, dès le départ, Sir Philip met beaucoup en avant le fait qu'il cherche principalement une épouse pour s'occuper de ses enfants. C'est même pas une épouse pour lui, c'est plus une épouse pour s'occuper de ses enfants. Et comme la romance évolue, ça m'a pas vraiment emballée à ce niveau-là. Après, voilà, on comprend après que leurs sentiments évoluent vraiment, et ça va, mais c'est vrai que la manière dont est amenée la romance, c'est là que j'ai eu plus de mal. Mais ça reste une belle découverte, même si pour le moment c'est le tome que j'ai le moins apprécié, donc il reste encore d'autres tomes derrière, et la vie peut changer, donc malgré tout je suis contente de l'avoir lu, c'était dans ma pile à lire du printemps, donc comme ça m'a fait un livre d'avancée. Alors ici ce tome fait environ un peu plus de 325 pages, et c'est écrit assez grand et aéré comme j'ai envie de vous dire, mais ça se lit très vite, comme je n'ai pas vu le temps passer, j'étais quand même prise dedans, où j'avais envie d'y retourner malgré tout, et c'était un plaisir de découvrir l'histoire d'Héloïse. Maintenant, à voir si les autres tomes vont continuer sur cette sortie de sentier battu, ou si on va retourner dans une ambiance plus traditionnelle par la suite. Mais en tout cas, je me suis régalée avec ce tome et j'ai vraiment passé un très bon moment. J'ai aussi lu Ma vie de fantôme de Franzo Pizarro aux éditions Le Héron d'Argent. Je remercie encore la maison d'édition qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce service presse. Je trouve la couverture magnifique et j'avais hâte de découvrir la plume de l'auteur. Et franchement, j'ai passé un très bon moment de lecture. Ici, pour faire un bref résumé, on suit la famille Bennett, les deux mamans et leurs deux enfants. Une des mamans réalise une thèse en paranormal. Donc de ce fait, ils se rendent au Canada pour y étudier des phénomènes paranormaux et dans le but de prouver l'existence des fantômes. Sauf qu'en chemin, juste après avoir passé la frontière canadienne,
ils vont avoir un accident de voiture. Et ils vont découvrir un petit village où ils vont aller demander de l'aide. Là-bas, ils vont être accueillis chaleureusement et on va leur dire que la voiture ne pourra pas être réparée avant un certain temps, donc on va leur proposer de rester dans le village. Tout se passe pour le mieux, on va dire, et dans ce village a l'air chaleureux et tout. Pour l'aîné des enfants, donc Lucas, qui est assez renfermé, les choses vont radicalement changer après sa rencontre avec Tyler. Voilà, je ne vous en dis pas plus, c'est ce qui est dit dans le résumé. Alors j'ai mis la note de 9 sur 10 à cette lecture, comme je vous dis, j'ai passé un très bon moment. Et alors déjà, je dois vous dire qu'il y a des trigger warnings importants dans ce livre, ils sont bien mentionnés au début, mais je ne vous les redirai pas car ils peuvent spoiler certains passages de l'histoire. Mais si vous êtes sensible à cela, renseignez-vous et ils sont bien indiqués. Donc on entre dans une histoire prenante déjà, j'ai envie de vous dire. Dès le départ, j'ai été prise dans cette histoire et j'avais envie de suivre les aventures du clan Bennett tout simplement. On arrive dans ce petit village qui semble chaleureux au premier abord, mais rapidement, on sent qu'une ambiance sombre commence à se déverser là-dedans, qu'il y a beaucoup de mystères qui semblent qu'il va falloir élucider parce que c'est bizarre, des éléments qui s'y passent. Et j'ai trouvé vraiment l'intrigue haletante. Vraiment, j'avais envie de savoir ce qui allait s'y passer en fait. On a également de bons rebondissements et des révélations inattendues. Je vous dis, des fois j'étais sur les faits, je me disais mais alors ça, je ne l'avais pas vu venir. Et c'était vraiment bien fait pour moi parce que cette ambiance, tout ça, j'étais prise dedans. À chaque fois, je voulais y retourner en me demandant mais quel est le fin mot de cette histoire? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé là-dedans? Ou qu'est-ce qui se passe? En plus, l'auteur aborde des thèmes qui sont assez difficiles. Et c'est assez bien amené, surtout pour certains qui le traitent, où c'est que c'est des thèmes difficiles, mais ils les traitent avec justesse et émotion, quitte à passer un chapitre dessus pour bien mettre en lumière ce thème. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment beau, et par moments j'avais les larmes aux yeux, tellement c'était vraiment bien fait, et j'ai trouvé ça vraiment très émouvant. La plume est aussi immersive et fluide. Franchement, tout du long, j'étais avec nos protagonistes. Alors, on suit à chaque fois différents membres de la famille. Tout par moment, on peut être avec Lucas, donc le fils. Des fois avec les deux mamans, l'une ou l'autre. Et des fois même avec la petite sœur ou d'autres protagonistes. Donc c'est vraiment une histoire avec des points de vue variés. Et on suit justement le protagoniste qui est le plus adapté au moment donné. Et ça m'a beaucoup plu car ça permet d'en apprendre plus sur nos personnages et aussi sur ce qui se passe vraiment dans ce petit village. En plus de ça, ça nous permet d'avoir des protagonistes qui sont complets et vraiment très attachants. Gentiment, on va voir qu'une romance MM va faire son apparition. Elle se déroule tout doucement au fil de l'histoire et elle est vraiment très bien amenée, je trouve, tout en sensibilité. Et elle se développe tout gentiment et ça m'a beaucoup plu parce qu'elle ne prend pas le dessus sur l'histoire car effectivement elle est là en arrière-plan mais on a quand même l'intrigue qui reste sur le devant de la scène et c'est ce que je voulais au final, mais j'ai trouvé que c'était bien fait comme c'était amené. Et on a aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'évolution du personnage de Lucas. Au départ, on est sur un personnage qui fait l'ado renfermé, il faut être clair. Après, il avait un passé qui n'est pas des plus faciles, et c'est pour ça qu'on peut comprendre pourquoi est-ce qu'il en est arrivé à ce jour. Mais, suite aux aventures qu'il va vivre dans Attonwood, eh bien, on va gentiment le voir évoluer, devenir un jeune homme totalement différent. Donc ça m'a beaucoup plu. Et aussi, on a un dénouement final qui est juste renversant entre horreur et émotion. Pour vous dire, en fait, tout du long, j'avais des théories parce que par moments, on voit très bien que l'auteur, il met l'accent sur certains éléments et on se dit, mais s'il le met en avant, c'est qu'il y a un lien avec le fameux de l'histoire. Et j'ai échafaudé des théories et des théories. Et en me disant, mais si c'est ça, alors franchement, oui, c'est vraiment très bien cherché, mais c'était pas ça. Hein. Mais on nous fait la révélation qu'on nous donne est vraiment horrible sur ce qui s'est passé dans ce petit village. Et pareil que pour la fin, il arrive vraiment à jouer sur ces deux émotions, l'horreur, à la fois de se dire mais c'est affreux ce qui s'est passé là, et l'émotion parce que en refermant ce livre, on le referme avec un sentiment où c'est que vraiment on a les émotions qui palpitent dans tous les sens, j'ai envie de dire, parce que suite à tout ce qu'on a vécu là-dedans, et aussi on a toutes les questions qu'on voulait, donc on a un sentiment de mission accomplie. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié.
Donc vraiment j'ai passé un très bon moment de lecture. En plus l'objet livre est magnifique, franchement. Déjà rien que pour la couverture que je vous ai montré, mais également il est illustré à l'intérieur. Alors à chaque début de chapitre vous avez des images qui vous permettent d'entrer un peu plus dans l'histoire en immersion. Et je trouve que c'était vraiment bien fait, et puis ça se lit très vite parce qu'on est prise dedans. Et chaque fois, même quand je le lisais pas, je réfléchissais à des théories, à me dire mais qu'est-ce que ça pourrait être le fin mot de l'histoire. Et on a cette touche aussi de fantastique qui est amenée, qui m'a beaucoup plu. Donc franchement, je ne peux que vous le recommander si vous aimez un peu un mélange entre thriller, principalement, mais avec comme du fantastique, de la romance, et que vous avez envie vraiment d'une ambiance sombre avec des mystères. Je vous conseille vraiment cette lecture car moi, vraiment, j'ai passé un moment de lecture et je trouve que vraiment j'ai été prise dedans et ce livre m'a fait vivre beaucoup de choses en une seule lecture. Donc ici on est sur une lecture aussi qui fait un peu plus de, oui, un peu moins de 340 pages on va dire, et c'est écrit assez grand et quand même assez aéré, donc les chapitres s'enchaînent très vite et franchement je n'ai pas vu les pages passer. Et vraiment, j'étais prise dans cette aventure, dans ce mystère, dans cette enquête. Et voilà, quand j'ai eu le fin mot de l'histoire, franchement, j'ai été totalement retournée. Voilà donc une très belle découverte que je vous recommande chaleureusement. J'ai également lu Félicratie d'Ash Lenoir aux éditions Sarbacane. Donc voilà pour la couverture. Bon, vous avez pas mal de reflets parce que comme vous pouvez voir, elle est un peu holographique. Ça a été une bonne découverte et j'étais contente d'avoir pu lire ce livre, surtout que c'est un livre qui m'a été sélectionné dans mon jeu des gommes Mappal par Elodie, alias Ingrid la lectrice. Donc ça m'aura permis d'en sortir un de mon jeu des gommes Mappal et de prendre le choix d'Elodie par la même occasion. Donc pour faire un bref résumé ici, la Terre a été envahie par des aliens. Les aliens ont décidé de tuer une partie de l'humanité et l'autre partie, ils les ont gardés comme animaux de compagnie. Sauf que les aliens, ils ont une faiblesse. Ils sont allergiques aux poils de chat. Alors évidemment, quand ils sont arrivés sur Terre, la première chose qu'ils ont faite, pour ne pas qu'on puisse se défendre, c'est de tuer tous les chats de la planète. Donc à ce jour, on suit Yacine, qui est animal de compagnie pour aliens justement, et on va suivre son quotidien. Un jour, par hasard, dans un vieux cabanon de jardin, il va découvrir une maman chat avec ses chatons. Et là, disons que l'espoir pourrait bien renaître. Voilà pour le résumé. Donc j'ai mis la note de 8 sur 10 à cette lecture, j'ai passé comme je dis un bon moment. Déjà, ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce mélange qui est une ambiance un peu atypique, j'ai envie de dire. On nous propose de la science-fiction mêlée à de l'humour, et tout ça avec un peu tout ça de manière un peu déjantée, donc c'est ce qui m'a beaucoup plu. Malgré tout, l'univers est bien développé, on découvre ce qui est advenu de notre monde maintenant que les aliens en ont pris le pouvoir, et aussi on en a une proposition de ce qui pourrait arriver à l'humanité suite à une invasion alien. La plume, elle est simple et fluide, évidemment. Et ce que j'ai bien apprécié, c'est que la place que prennent les chats dans cette histoire, c'est vraiment intéressant. Et disons que notre survie dépend de nos amis à quatre pattes félins. Pareil pour la narration, on est sur une double narration et chaque narration a sa propre atmosphère. Donc d'un côté on part une narration plus légère avec un langage familier et sans filtre, donc c'est-à-dire que vous pouvez y retrouver des gros mots si c'est quelque chose qui peut vous perturber, voilà, vous êtes au courant. Et de l'autre côté on va se retrouver sur une narration qui est beaucoup plus sérieuse avec un ton posé et réfléchi. Voilà, ça fait vraiment deux ambiances différentes qui s'accordent avec les deux personnages que l'on suit à travers le livre. Après, j'ai trouvé que les personnages étaient attachants, que vraiment c'est agréable de les suivre à travers leurs aventures et que l'intrigue elle était prenante avec tout ce qu'on découvre, surtout que le dénouement final aussi est renversant, franchement. Je ne m'attendais pas à ça. Et disons que l'intrigue comme elle est construite, elle nous plonge dans différentes étapes. Alors on va suivre l'étape avec les aliens comme animaux de compagnie, mais d'autres étapes, dont notamment une étape où c'est que l'on voit que d'autres humains ont survécu à l'extérieur sans se faire attraper par les aliens. Tout ce que je peux reprocher pour ma part, c'est que le dénouement final était vraiment hâtif. J'aurais apprécié avoir plus de détails et davantage d'informations sur ces fameux aliens. Et je dois dire que sur ça, je suis restée sur ma fin. La manière dont ça s'est terminé,
On n'a pas toutes les réponses, j'ai trouvé, et j'aurais pas été contre qu'on nous rajoute éventuellement 100 pages pour détailler les événements qui se passent après le dénouement final qui nous est proposé ici. Voilà pourquoi j'ai retiré quelques points, car vraiment, à ce niveau-là, je suis restée sur ma faim, j'aurais apprécié plus d'éléments. Et voilà, c'est juste ça qui est dommage de mon point de vue, hein, parce que tout d'un coup, je sais que beaucoup ont apprécié ce livre, donc je pense que la fin leur a suffi, mais pour moi, je suis un peu pinailleuse. Des fois, j'ai marre des détails, et là, c'est vrai que j'aurais pas été contre qu'on m'en dise plus à ce sujet. Malgré tout, comme je vous dis, ça a été une très très bonne lecture, hein. J'ai enchaîné les chapitres, je voulais connaître la suite. Alors, c'est une lecture qui fait un peu plus de 340 pages, c'est écrit de manière assez grande et aérée. Voilà. Et comme je vous dis, ça se lit très vite et c'est vraiment cet humour. Moi, j'ai rigolé beaucoup de fois. J'avais quand même du plaisir à retourner dans l'histoire et à retrouver nos chats, nos personnages et voir ce qui allait se dérouler par la suite. Donc vraiment, c'était une bonne lecture. Et si vous aimez tout ce mélange science-fiction avec un peu d'humour et de l'aventure, je ne peux que vous recommander cette lecture. J'ai également lu Les 12 chaussures de Cendrillon de Nadia Coste aux éditions Scrinéo. Je mets la couverture ici car c'est un livre que j'ai lu en numérique et je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley qui ont eu la gentillesse de m'envoyer ce service presse. Ici, donc, comme vous pouvez vous en douter, on est sur une réécriture de Cendrillon. On va suivre Sandrine. Sandrine, en fait, elle est passionnée de lecture et elle souhaite aller au bal pour des raisons tout autres que de se marier avec le prince. Sa belle-mère, bien entendu, ne souhaite pas la prendre au bal. Donc elle va aller demander l'aide de sa marraine Sophie, la bonne fée. Celle-ci va lui permettre d'aller au bal, sauf qu'en s'y rendant, Sandrine, qu'est-ce que je dis? Sandrine va pouvoir quand même danser avec le prince. Et en revenant, elle se rend compte qu'une danse n'est pas suffisante pour ça, si elle a des sentiments vers le prince et si c'est réciproque pour lui. Sa marraine va donc lui proposer de revivre cet événement 12 fois. Elle aura 12 possibilités pour justement voir si c'est ce qu'elle souhaite. Voilà pour le résumé, donc j'ai mis la note de 7 sur 10 à cette lecture. Alors j'ai trouvé que c'était une réécriture inédite, avec une plume fluide, simple et adaptée à des jeunes lecteurs, tout simplement parce qu'on sent que c'est un récit jeunesse hein, pendant qu'on le découvre. Et je me suis retrouvée en Sandrine à travers son côté lectrice passionnée. Par moments, elle a des réflexions, je me dis, oui, moi je pense exactement la même chose. Ce qui était sympathique aussi, c'était la notion de boucle temporelle qu'on nous propose, c'est que Sandrine peut revivre 12 fois le bal. Et modifier ainsi la soirée de bal comme elle l'entend, ou pour essayer d'autres éléments tout d'un coup. Sauf que les soirées, parfois, ne sont pas passées comme prévu, et il va y avoir des petits retentissements à l'intérieur de certaines boucles. Sinon, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à travers l'histoire, on a des références et des clins d'œil à d'autres personnages de contes de fées, ce qui était vraiment sympathique, et qui fait qu'on est dans un univers où en fait, ils sont tous ensemble. C'est ça que j'ai trouvé agréable de découvrir. Et Sandrine, on va dire, c'est une Cendrillon plus moderne, plus féministe. Aussi, c'est ça qui est agréable. C'est pas la Cendrillon qui veut juste aller au bal pour rencontrer le prince et se marier avec. Non, Sandrine, elle ne veut pas se marier avec quelqu'un dont elle n'est pas sûre qu'elle éprouve des sentiments déjà pour lui et que lui l'aime en retour. Donc c'est déjà ça que j'ai trouvé que c'était bien fait. Et tout en l'histoire, on voit qu'il se profile un message fort, c'est celui de ne pas se laisser influencer par les autres et de croire tout simplement en ses rêves. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un très beau message qui était donné à travers le roman. Et pour le dénouement final, alors il est sympathique et puis disons que chaque personnage a sa fin heureuse, on va dire. Par contre, ce que j'ai moins apprécié en fait, c'est que malgré tout, même si j'ai l'amour des livres en commun avec Sandrine, j'ai pas réussi à m'attacher au protagoniste, même à Sandrine. Donc ce qui est dommage. Et j'ai trouvé qu'il y avait parfois des longueurs. C'est une histoire déjà qui est très courte. Elle se lit vite, mais j'ai trouvé des longueurs au moment où c'est que Sandrine revient chez sa marraine la bonne fée et où c'est qu'il lance une nouvelle boucle. C'est surtout là que j'ai trouvé qu'il y avait un peu cette ambiance de longueur qu'on aurait pu écourter. Surtout que, comme je vous dis, c'est un livre qui est très court, donc il se lit très vite et c'est dommage de trouver des longueurs dans celui-ci. Mais si vous aimez les réécritures de Cendrillon, que vous en voulez une qui soit vraiment comme une réécriture comme vous n'en avez jamais lu jusqu'à présent, et que vous aimez un peu cette ambiance jeunesse et d'avoir une Cendrillon plus moderne, je vous recommande vivement cette lecture. J'ai également lu Betsy de Stephen Desberg et Teresa Martinez aux éditions Delcourt. Je mets ma couverture ici. Et je remercie la maison d'édition ainsi que NetGalley pour l'envoi de ce service presse. Donc ici on est sur une BD
Et pour faire un bref résumé, on suit Betsy qui va avoir un accident de vélo et suite à cela, elle va se découvrir qu'elle a la capacité de parler avec les animaux. Et elle va donc décider de mettre ses nouveaux dons pour aider ses amis à quatre pattes. Voilà pour le speak, parce que comme c'est une BD qui est très courte, je ne veux pas vous en dire trop. Donc on est sur un livre auquel j'ai mis 7 sur 10. C'était une belle découverte franchement. Et j'ai trouvé l'histoire tout d'abord sympathique, simple et mignonne. Vraiment, je me suis régalée. C'est totalement adapté à de jeunes lecteurs. On est sur, bien entendu, comme vous avez pu vous en rendre compte, sur le thème de la cause animale, mais on nous parle des animaux de compagnie, mais également des animaux en captivité. On aborde également un peu le thème de la moquerie entre enfants dans le milieu scolaire, parce que bien sûr, les enfants vont se moquer de Betsy quand elle va leur apprendre déjà qu'elle a un don, et même avant qu'elle ait ce don, elle était sujette aux moqueries de ses camarades. Ce qui est intéressant là, c'est que pour dire qu'on a une protagoniste qui est assez jeune, on tombe sur une protagoniste qui est à la fois futée, et directement, dès qu'elle se rend compte qu'elle a ce don, elle se dit « je vais l'utiliser pour aider les animaux, et justement pour pouvoir les aider sans vraiment chercher de bénéfices. » C'est vraiment, elle a envie d'améliorer leur bien-être. Tout cela, on le vit avec des illustrations qui sont réalistes, avec des couleurs vives, et moi j'ai particulièrement apprécié les dessins d'animaux que j'ai trouvé très beaux. Donc c'est vraiment un roman, une petite BD comme je vous dis, très sympa, où c'est qu'on se laisse s'entraîner dedans. Et j'ai eu du plaisir à la suivre en fait, à suivre les aventures de Betsy, à voir les idées qu'elle avait, à me dire ah oui ça c'est bien pensé. Et tout ce qu'elle fait pour aider les animaux, donc ça c'est vraiment agréable et on voit plein d'animaux en plus à travers cette BD, donc vraiment là sur ça je me suis régalée. Le point c'est que j'ai le plus de mal, je vous avoue, c'est avec les parents de Betsy, donc déjà la relation que j'ai plus de mal avec cette fameuse relation. Les parents ont certaines convictions que je peux comprendre, en lien avec l'écologie et tout cela. Ça je peux comprendre, il n'y a pas de problème, mais on va dire que dans l'histoire, à aucun moment, ils ne cherchent à comprendre leur fille et pourquoi est-ce qu'elle cherche à réaliser tout simplement. Et ils vont directement se mettre contre elle, on va dire. Donc ils vont même pas chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'elle fait ça, c'est sa faute, elle va se faire gronder, etc. On ne cherche pas à comprendre, rien du tout. Donc c'est ça qui déjà que j'ai pas trop apprécié. Et tout d'un coup, vers la fin de la BD, il y a un revirement total de situation, c'est que les parents changent totalement. Et là, tout d'un coup, ils mettent en avant leur fille, ils disent ah c'est bien, elle reçoit des récompenses. Et ça, je me suis dit ouais, personne, moi j'ai eu du mal avec ça. De me dire ouais les parents d'abord, ils étaient vraiment détestables avec leur fille. Et tout après, ce sont presque des parents modèles. Je trouve que ce point-là, il aurait peut-être pu être un peu mieux travaillé parce que là vraiment les parents, moi c'est quelque chose que j'ai relevé qui m'a rapidement surpris. Je trouve, dès qu'on voit les parents et la relation qu'ils ont avec leur fille, ça m'a vraiment surpris cette relation et tout cela. Donc voilà, je me dis que c'est peut-être quelque chose qui aurait pu être un peu mieux amené à travers la BD. Mais sinon, le reste est vraiment sympathique, c'est une très belle découverte. Si vous aimez les BD jeunesse avec des animaux et que vous avez envie d'avoir d'une belle découverte, je vous recommande vivement cette lecture. Et ma dernière lecture du mois qui a aussi été un coup de cœur, il s'agit de Rendez-vous au Café des Anges de Junie Bleuet, aux éditions MVO Éditions. Donc je vous mets la couverture ici et je remercie encore l'autrice qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce service presse. Pour faire un résumé, ici nous sommes en pleine période de Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes dans un petit village français qui a été assiégé par les Allemands. Et on va découvrir Églantine, qui est la fille du vétérinaire du village et qui tente de prendre la succession de son père en aidant les gens dans le village. Un jour, elle a dû aller aider quelqu'un dans le village justement et elle rentre chez elle après le couvre-feu qui est imposé. Elle va tomber sur des Allemands, des soldats allemands, elle est dans une mauvaise position, on va dire clairement pour elle. Sauf que le nouveau capitaine qui vient d'arriver dans le village va s'interposer et la sauver. Suite à cela, le capitaine, on sent qu'il est fortement épris d'Églantine, mais Églantine se retrouve face à une lutte interne entre ses sentiments, mais également ses valeurs, parce qu'elle sait très bien que ce ne sera pas vu qu'elle sorte avec un officier allemand. Voilà pour le résumé. Donc c'est une lecture coup de cœur, comme je vous ai dit, à laquelle j'ai mis un 10 sur 10. J'ai passé un super moment de lecture, j'ai adoré cette histoire. En fait, je pense que ça fait partie de ces livres que dès que vous l'ouvrez,
Déjà, vous voyez la plume de l'autrice et vous vous dites, là, je vais crocher, et rien que de lire un chapitre ou deux, vous vous dites, mais ça va le faire au niveau de l'histoire. Ça, je me régale, on est parti pour une bonne aventure, et là, ça a vraiment été le cas. Donc déjà, ce que je peux vous mettre en garde, c'est qu'on est sur un roman pour des adultes, pour un public adulte, clairement. Et il y a donc des trigger warnings, parce que on parle de situation de guerre, donc situation difficile. Et ce que je peux juste vous donner au niveau des trigger warnings sans vous spoiler, et que moi ça va peut-être un peu plus retourner, donc moi c'est la mort d'un animal à laquelle on assiste. Alors là c'est pas... Ici ça m'a pas encore trop trigger, mais au cas où si vous ça peut le faire, sachez que c'est très court, donc vous pouvez lire en diagonale au cas où. Et bien entendu on est sur... il y a des scènes de sexe, et aussi attention à vous, mais il y a des scènes de viol. Voilà, que vous soyez informés. Donc après tous les autres triggers, je les ai mentionnés dans mon blog, mais tout à la fin. Donc si vous voulez aller les lire, ils sont à cet endroit-là. Sinon, si vous ne voulez pas être spoilé, je n'en dis pas plus. Donc revenons-en à cette histoire. Donc déjà, j'ai trouvé que c'était un récit très immersif. Et j'ai apprécié cette ambiance campagnarde dans ce petit village. Et surtout qu'Églantine vit dans une petite ferme qui est un peu éloignée du village, dans la Cambrousse, au bord de la rivière. Donc j'ai beaucoup aimé cette ambiance. En plus, ce qui est vraiment agréable, c'est qu'on est sur des personnages complets et aussi très attachants. Et bien sûr, on retrouve Églantine qui est très débrouillarde, qui essaye, comme elle peut, comme je vous dis, de remplacer son père en tant que vétérinaire dans le village. Et de l'autre côté, on a notre capitaine, Ludwig, qui, étant donné que c'est un capitaine, il sait se faire respecter, il sait se faire obéir. Mais derrière tout ça, on découvre gentiment un homme sensible et attentionné, ce qui est très agréable et qui rend la romance vraiment superbe. Évidemment, comme je vous dis, la romance va naître et bien se construire, tout simplement. Moi, en tout cas, j'ai apprécié la manière dont c'était fait. Et c'était une romance que je trouvais vraiment sincère, touchante, et vraiment que j'ai apprécié, que je me suis régalée du début à la fin. Évidemment, Églantine, comme je vous dis, elle a des doutes en fait. Elle est, elle est prise en deux feux en fait. D'un côté, elle a peur parce que, oui, il y a ces sentiments qu'elle éprouve pour Ludwig, mais elle se dit que ça reste un Allemand, et déjà le fait qu'elle soit avec un Allemand dans le village, ce sera pas bien vu. Et il y a son père qui est aussi parti à la guerre, tout simplement. Et ce serait peut-être aussi une trahison pour son père, car elle n'a plus trop de nouvelles de lui. Et peut-être qu'il a été tué par un Allemand, donc ce serait une trahison vis-à-vis de son père. Donc elle a vraiment beaucoup de doutes, Églantine. Et comme je vous disais, donc effectivement on est sur une période de guerre, mais le fait qu'on ait une romance en période de guerre, on ne nous cache pas toutes les horreurs qui se sont déroulées pendant la Seconde Guerre mondiale, et ça je trouve c'est bien parce que effectivement c'était une période difficile. Cette romance justement c'est aussi ça qui fait qu'elle soit compliquée à mettre en place, et voilà, moi j'ai trouvé que c'était bien fait le fait qu'on ne nous cache pas ces horreurs, au contraire qu'on nous montre à quelle période difficile on était, et justement qu'on aborde les thèmes difficiles. C'est pour ça que je vous dis que c'est clairement destiné ici à un public adulte. Et on a aussi les réflexions d'Églantine qui sont intéressantes parce que malgré tout, euh, elle comprend que les Allemands sont là pour les envahir, mais elle ne les met pas tous dans le même panier, c'est-à-dire qu'elle n'a pas les mêmes préjugés que ceux du village. Elle comprend très bien, en plus elle doit travailler avec certains d'entre eux pour s'occuper des chevaux allemands, et elle comprend très bien que tous ces hommes ne sont pas mauvais au fond. Certains se sont engagés en espérant par la suite avoir des emplois, des postes qui seraient moins contraignants, et pour revenir quand la guerre sera finie et retrouver leur famille. Donc ils sont pas tous horribles, ce sont vraiment... Voilà, il y a vraiment ce préjugé qu'on casse, on va dire, de dire mais ce sont des Allemands certes, mais ils sont pas tous mauvais. Certains sont là parce que ils veulent rentrer chez eux en fait, ils attendent que ça, ils attendent de pouvoir revoir leur famille, et puis... D'ailleurs, il y a un personnage avec qui elle travaille régulièrement, que c'est son cas, et j'ai trouvé que c'était vraiment bien amené. Donc tout ça, j'ai trouvé que c'était très très bien fait au niveau de l'histoire. Après, on est également sur une plume qui est fluide et prenante. Vraiment, on nous fait voyager à travers différents décors, mais vraiment des beaux décors de campagne, ou des fois un peu plus de ville. Mais j'ai trouvé ça très agréable. Je me suis régalée, et vraiment j'étais en immersion avec nos personnages. J'ai l'impression d'être à leur côté, de vivre l'histoire avec eux en fait.
et ça m'a beaucoup plu. Et pour terminer, en fait, on a un dénouement final qui est vraiment touchant et qui est tourné vers l'avenir en fait. Et ça, j'ai trouvé que c'était magnifique, ça m'a vraiment émue. Et j'étais contente vraiment pour nos personnages parce que on, on nous laisse présager un avenir pour eux et voilà, une très belle histoire, je me suis régalée, pour moi ça a été un gros coup de cœur. Comme je vous dis, depuis quelques années, l'historique c'est un style qui me plaît de plus en plus. Et là d'avoir pu découvrir ce roman, eh bien j'ai vraiment découvert une petite pépite, je suis vraiment heureuse. Et si vous aussi vous aimez tout ce qui est romance historique se déroulant pendant la Deuxième Guerre mondiale, je ne peux que vous la recommander parce que franchement elle vaut le détour. Et je vais essayer de me tourner davantage vers ce style, que je suis encore un peu novice là-dedans. Mais j'aime beaucoup découvrir ce type de roman. Et s'il y a même de la romance ici, j'aime beaucoup comme la manière dont c'est déroulé, surtout dans des époques qui sont difficiles comme la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, moi je me suis régalée, c'est un gros coup de cœur. Et je ne peux que vous encourager à le découvrir parce que vraiment on a des personnages qui sont incroyables, touchants. Et également, je me rappelle de la meilleure amie d'Églantine qui est aussi incroyable, qui la soutient. Et voilà, c'était très très beau malgré cette période compliquée. Et comme je vous dis, si vous aimez ce style, foncez car ça vaut le détour. Et voilà, j'arrive au bout de ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu ou vous aura peut-être donné envie de vous lancer dans certains de ces livres. En tout cas, sachez que moi, je me suis régalée avec chacun d'entre eux. J'ai passé des moments agréables, surtout avec mes 2 coups de cœur qui ont été de très belles découvertes. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des coups de cœur, si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, ou si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Là, comme c'est le point lecture, mettez-moi un emoji peut-être en lien avec le livre qui vous a le plus intrigué. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car c'est très important, ça permet de soutenir la chaîne et de permettre à d'autres personnes de la découvrir tout simplement. Sur ce, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!